avec Patricia pendant que vous mijotez. Je vais brièvement présenter Patricia, ceux qui ne la connaissent pas encore. Patricia Brignone. Patricia Brignone est historienne et critique d'art. Elle est membre de l'AICA France. Elle enseigne à l'École supérieure d'art et de design de Grenoble-Valence et mène un travail de recherche autour des nouvelles pratiques du corps scénique à l'école doctorale de Rennes 2 sous la direction de Jean-Marc Poinceau. Elle collabore depuis le milieu des années 80 à divers supports de presse spécialisés comme Artefactum, Omnibus, Parachute, Art Presse, Mouvement, Critique d'art et bien d'autres. Elle a également collaboré à des émissions de radio sur France Culture de 95 à 2000, en particulier dans les émissions Les Arts et les gens de Pierre Descartes et puis Transport de Christophe Domino, qui a été président de l'AICA France. Elle est co-auteur en 97 et 98 avec Pascal Cassagnot du film La Parade des objets, consacré à la galerie Éric Fabre et ses artistes autour du musée de l'objet de Blois. Elle a notamment publié Ménagerie de verre, nouvelle pratique du corps scénique, aux éditions Aldente en 2002, et Dominique Petitban, Ciné mental, point ligne plan, cinéma et art contemporain aux éditions Léo Cher, également en 2002. Elle a récemment participé et également organisé des colloques événements au Magval et à la Villa Arson. Voilà, on écoute Patricia Brignone, le titre de l'intervention, Fluctuation d'une certaine histoire de la performance, l'archive fabriquera-t-elle de nouveaux anti-monuments? On écoute Patricia. Merci Raphaël, merci à tous. En introduction, j'avais envie de vous livrer une petite réflexion d'ordre sémantique. C'est bon? Voilà. Pas très non plus, mais... Ah. Bon. Oui, donc voilà, une petite réflexion d'ordre sémantique en introduction. J'ai noté qu'il n'était pas rare, lorsqu'on entend parler d'archives, d'entendre évoquer des termes tels que exhumer, ressusciter, remettre en lumière, autant de termes qui, selon moi, dénotent un certain vocable appliqué par ailleurs à l'archéologie, synonyme souvent de plonger dans des temps reculés, relatant des faits, des gestes passés révolus, voire même trépassés, et qu'on aurait tort, me semble-t-il, de lire un peu hâtivement à l'aune de nos grilles de pensée et autres présupposés forgés par nos savoirs, et en l'occurrence ceux de l'histoire de l'art, qui a parfois très vite fait de répertorier, désigner, classer en termes de mouvement, de progressisme, etc. Alors que ceci appellerait qu'on y revienne. Alors, toujours dans ma note d'introduction, je faisais aussi allusion au fait qu'à époque fluctuante, ère de l'instable, répondait nécessairement à une approche de l'histoire remettant perpétuellement en question ses repères, et que selon moi, le document d'archives participait pleinement à sa manière à ce mouvement constant d'interrogation des sources et de leur valeur dans le temps. Alors, au terme de passé, pensé comme un bloc monolithique, donc, on préférera la notion de temporalité avec un S, et là j'ouvre très rapidement une parenthèse pour préciser qu'on rejoindra ici donc Fernand Braudel pour que le passé n'est pas fait d'une succession simple d'événements, mais de simultanéité de temps différents. Donc au terme de passé, on peut ajouter aussi celui d'historicité. Alors je renvoyais toujours dans ma note d'introduction à un auteur dont le nom on reviendra sans doute durant tous ces jours, c'est Michel Foucault, qui a pu dire non sans raison à propos de l'histoire qu'elle transforme les documents en monuments. Donc, effectivement, ce titre, l'archive de demain fabriquera-t-elle de nouveaux anti-monuments? Et ce processus, à mon sens, ne me semble plus aujourd'hui opératoire exactement dans ces termes. Voilà, je vais l'expliquer, puis rentrer plus vivement dans le sujet qui est le nôtre. L'archive de performance, plutôt, par son mode de diffusion, aussi bien en tant que trace, document photographique, ça vient d'être dit, ou sonore, ou encore récit, contribue pour beaucoup dans l'appréhension que l'on en aura. Et cela à la différence d'un livre, d'une pièce théâtrale ou musicale redécouverte de tel ou tel auteur. Alors par exemple, j'avais pris appui sur le commentaire d'un article paru dans le journal Le Monde, consacré donc à l'exposition À la vie délibérée,
auteur, Emmanuel Lequeux, pointait avec une certaine justesse, à travers cet événement, la possibilité de pouvoir porter un regard autre sur des travaux d'artistes, soit restés inconnus du grand nombre, soit qu'ils avaient été occultés par d'autres occurrences, comme c'était le cas pour Pinoncelli, comme on a, dont on s'attache à retenir, et je la cite, de ce farfelu uniquement que l'acharnement à détruire l'urinoir de Marcel Duchamp. Et je voudrais croiser cette remarque avec mon expérience en matière de travail sur des archives, comme vous allez voir par la suite. Concernant Pinoncelli, là le temps me manque bien sûr pour revenir sur ses intentions détaillées liées à la destruction du fameux ready-made de Duchamp après y avoir mené, tel qu'il les a d'ailleurs formulés dans son procès, ça se passait en 1993. Alors on se contentera alors très rapidement d'évoquer ici, mais sans aller jusqu'à parler de réhabilitation ou de conditions de redécouverte, permis grâce d'ailleurs à une meilleure connaissance de ses performances, peut-être parler d'une certaine mise en lumière et de contexte spécifique. Alors performance, on l'a vu d'ailleurs dans l'exposition, pour certains éléments, qu'on s'est marqué du sceau de la contestation, alors comme l'a prouvé son attentat culturel à l'encontre d'André Malraux. Donc, ça se passait au musée Chagall, ici même à Nice, en 1969, et qui avait fait l'objet de toutes les unes, dont celle du Figaro. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, jouant du simulacre d'agressions violentes et sanguinolentes. Alors, on peut regretter que cette dimension de contestation était un peu éclipsée dans les années 90 au profit du geste sacrilège seul retenu dans l'affaire de l'urinoir de Duchamp. Dans cette veine, d'ailleurs, on ne manquera pas de citer cette action qui a pu apparaître comme assez choquante, en tout cas du moins perturbante aussi pour certains dont le très jeune public témoin alors de l'action. Enfin, je veux parler de cette action durant laquelle, revêtu d'un costume de Père Noël, posté devant les galeries Lafayette de Nice, il n'y a pas d'image de ça, mais posté devant les galeries Lafayette de Nice un certain 24 décembre 1967, il se livra à la destruction systématique des jouets de sa hôte. D'ailleurs, le titre de l'action ne laisse aucun doute, ça s'intitulait « Maman, le Père Noël est devenu fou, il casse tous ses jouets ». Mais l'action qui m'intéresse a en fait une résonance à visée plus grande quant à l'attaque du registre civil de la consommation et de sa prise de conscience, d'autant quand elle s'inscrit dans une époque particulière, comme c'est le cas dans l'action dont je vais parler, de 1969, menée en direction du Biafra, dont la famille, peut-être certains s'en souviennent, avait été largement médiatisée, portée à l'époque par les débuts marquants du photojournalisme. Alors là, le titre aussi est assez explicite. Ce n'est pas cette image-là à laquelle je réfère, je me réfère aux images qui ont été reproduites dans l'exposition organisée ici. S'intitule Pour le Biafra, donc une action bien sûr aux actions de manifeste, que l'artiste accomplira en fait à deux reprises, à quelques mois d'intervalle, sous les traits d'une momie vivante déambulant dans les rues et que les forces de l'ordre finiront par arrêter. Alors cette image, celle de son arrestation spectaculaire, a lui traîné au sol, je vous en montrerai une série tout à l'heure, on peut la voir dans l'exposition, bien sûr reproduite à quelques salles ici, mais ce qui est intéressant à mon sens, c'est de remonter d'une certaine manière à la jeunesse de cette action, et c'est ce qui m'a été permis de découvrir travaillant moi-même sur un fonds d'archives, à l'occasion, donc, dans le cadre d'une manifestation à laquelle je collabore, qui est une exposition en cours de préparation au CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux, donc, qui traite, entre autres, des archives du festival Sigma. Alors, peut-être une petite parenthèse, parce que tout le monde n'est pas censé connaître le festival Sigma. C'est en fait un festival qui s'est tenu à Bordeaux des années 1965 à 1995, qui a mêlé, on peut dire, tout ce que l'avant-garde de plus inouï, de plus extraordinaire a pu rassembler à cette époque-là, en matière de théâtre, de danse, de performance, de happening, de musique, art plastique, etc., éclaté dans toute la ville et rayonnant à partir des Anthropollénées, qui n'étaient pas encore, comme vous l'avez noté, Anthropollénées, qui n'étaient pas
pas encore à ce moment-là entièrement dévolu donc, aux arts plastiques et qui deviendra ensuite, bien sûr avec la nomination de Jean Le Froment, le CAPC, le Musée d'art contemporain de Bordeaux. Voilà. Alors, juste pour peut-être pour préciser un peu, vous donner quand même un éclairage aussi de ce festival, citer en tout cas quelques exemples, parmi lesquels alors, le Living Theatre, John Vaccaro, proche de Warhol et de la Factory, de Django Edwards, les débuts de Zingaro, Jean-Jacques Lebel accomplissant un happening dans les rues de Bordeaux, Jean Dupuis. En matière de musique, bon là je passe vraiment très très vite, mais Pierre Boulez avec un célèbre concert couché, des improvisations, des Pink Floyd d'ailleurs, dont ce fut aussi le premier grand concert en France, Soft Machine, les débuts aussi de Sandrine Joutou, etc., etc. Voilà. Enfin, on peut dire que ce festival était, était un festival sans doute consacré et extrême, et sans doute bien sûr bien plus expérimental que tous les festivals qu'on pouvait voir à l'époque, aussi bien festival d'automne, sans parler bien sûr du festival d'Avignon. Bon, ça c'était pour la parenthèse et pour la petite précision. Alors je disais donc que ces archives, travaillant sur ce fond, les archives Sigma, m'ont permis de découvrir donc qu'une action de rue quasi identique avait eu lieu quelques mois auparavant et avait donc été accomplie par Pinoncelli en 1969. Celle dont je vous parlais pour le Biafra, qui figure dans l'exposition, date de janvier 70. Enfin, là, donc, on est quelques 3 mois auparavant. Donc, accomplie dans les rues de Bordeaux, ici, et là, sous les yeux tout à fait ahuris, intrigués des passants, et à la fois passants, spectateurs bordelais, pas tout à fait, on va dire, pas tout à fait familiers de ce type d'action et ignorant tout d'ailleurs jusqu'à l'existence de l'école de Nice dont se revendique Pinoncelli. Alors cette action forte avait été précédée, je vous en montre 2 images simultanées, parce qu'en fait, voilà, donc ça se passe dans cette très grande rue qui fait presque 2 km de long, qui s'appelle la rue Sainte-Catherine, qui descend en pente, pour ceux qui connaissent Bordeaux. Et la voiture que vous voyez ici, effectivement, donc bien sûr, vont sortir des agents de l'ordre qui vont bien sûr procéder à l'arrestation de Pinoncelli, qui aura eu le temps néanmoins de dévaler toute la rue. Alors cette action forte avait été précédée la veille d'un happening encore plus choc, baptisé Mort au pain, et qui consistait à brûler en pleine rue, sous la forme d'un immense bûcher, une quantité colossale de pain, orchestré par un personnage tout de noir vêtu avec une cape blanche, qui n'était en fait autre que Pinoncelli lui-même, lequel, après avoir extirpé d'une malle tout un tas de pain, avait commencé par les piétiner, puis s'était mis à les asperger copieusement d'essence avant d'y mettre le feu. Alors ça, c'était le premier temps de l'action. Le deuxième temps, on le voyait effectivement se métamorphoser en un personnage incarnant la lumière, lequel à son tour jouera les bienfaiteurs et va distribuer donc des pains aux gens massés, le tout avant de partir nus dans les rues de la ville et bien sûr se faire attraper par les forces de l'ordre, on s'en doute. Alors le récit que je vous en fais, malheureusement ne peut se substituer aux images que j'aurais aimé vous montrer, enfin les images photographiques prises à l'occasion de cet événement, ni au visage immortalisé. Alors je ne sais pas si on arrive, si vous arrivez à distinguer, ici c'est donc un tract, c'est un manifeste qui donc figure dans ces archives. Il m'a été permis de reproduire ce document pour la bonne raison effectivement qu'il a fait l'objet d'une publication par l'association Sigma dans les années 80 à l'occasion des 25 ans de Sigma. Et par contre, malheureusement, le fond étant toujours en cours, j'ai la chance de pouvoir bien sûr le consulter, travailler dessus, mais ces photos ne sont pas encore diffusables et le seront sous peu dans quelques mois et je l'espère en tout cas pour la publication. Je tenais néanmoins à vous montrer ce manifeste parce que c'est pour vous montrer aussi la dimension, la hauteur du bûcher et peut-être si vous arrivez à distinguer, on voit comme ça quelques figures comme ça, massées quelques individus à droite à gauche.
Oui, donc je disais que, voilà, que rien ne peut remplacer effectivement l'image de ces photos où l'on voit des visages complètement atterrés, bien sûr, frappés aussi, bien sûr, par la force de proposition. Je parlais du choc, mais enfin, comme chacun le sait, bien sûr, la question aussi de la symbolique du pain étant très forte. Bien sûr, plus d'un badaud spectateur s'était montré profondément choqué durant cette période, là, au moment de la guerre du Biafra, voilà, par le sort qui avait été fait par ces kilos et ces kilos et ces kilos de pain. Donc ce que je voulais effectivement mettre en œuvre ici, c'était la question du récit, la question aussi de comment le récit aussi peut se propager, le récit peut être colporté de personne à personne, enfin moi qui en fais le récit, mais aussi par le fait aussi de pouvoir rapprocher ces deux événements, les éclairer l'un et l'autre, puisque effectivement, comme je le dis, ce sont deux événements relativement concomitants et complètement indissociables, et qui, dont leur esprit nous aide à éclairer non seulement ces actions, mais à les recontextualiser pour mieux en saisir le sens. Parce qu'il faut bien préciser que dans le cadre du fonds Sigma, ne figure effectivement comme unique titre momie vivante. Voilà. Et qu'il n'y a aucune allusion qui est faite au Biafra, mis en lumière, que j'ai découvert à l'occasion de l'exposition organisée ici même. Et inversement, je crois que les images de l'action niçoise présentes ici, bien sûr, gagnent en lisibilité, bien sûr, à l'aune du happening mort au pain. Du moins, enfin, pour moi, c'est assez clair. Bon, voilà effectivement quelques images que vous pouvez trouver dans l'exposition. Ça, c'est un petit peu vite. Alors, comme je le disais en exergue, alors, il ne s'agit pas bien sûr de procéder à une réhabilitation, voire une sanctification artistique, hein, mais bien plutôt, je crois, de travailler, de contribuer à une meilleure approche des œuvres, une meilleure connaissance de leur auteur et du contexte surtout, dans lequel bien sûr ces œuvres ont été conçues et dans lequel elles s'inscrivent et qu'on a un peu trop tendance un peu à oublier ou éclipser pour telle et telle raison, comme je l'ai dit en introduction. Et pour revenir d'ailleurs sur ce leitmotiv du temps forclos qui serait une certaine conception, pour moi, erronée du passé, irrémédiablement verrouillée sur lui-même, et à laquelle est trop souvent assimilée l'archive, je ne résiste pas aussi à l'envie de renvoyer à la position d'Olivier Cadiot, sachant aussi que j'allais faire plaisir à un certain nombre de personnes ici, lorsqu'il énonce comme l'un des moteurs de son écriture l'idée de faire exploser le passé dans le présent. Et d'ailleurs, on revient au passage, d'une certaine manière, à la simultanéité des temps différents de Braudel évoqués en introduction. Donc, je souhaiterais alors, pour terminer, en tout cas en deuxième partie, livrer une réflexion en suspens sur la nature de l'archive. Alors, comme indiqué dans le cadre de ma mission pour le CAPC, autour du Festival Sigma, dans un rapport à aujourd'hui, peut-être légèrement différent, on en reparlera peut-être s'il y a des questions tout à l'heure, différent de la manière dont vous avez mené vous-même votre exposition. Alors, je suis confrontée à un fonds d'archives à la fois photographique, sonore aussi, mais ça c'est dans le cadre de l'INA aussi, et ça a été effectivement classé à la Bibliothèque nationale, donc ça dépend de l'INA. Mais donc je suis donc, je disais, en raison de plusieurs milliers de photographies, quelques 3 000 à 4 000 photos, sur lesquelles j'œuvre ardemment, et lesquelles, pour moi, c'est là peut-être toute la différence, lesquelles par essence nécessitent d'être analysées à partir aussi d'éléments extérieurs et complémentaires à la photo, comme je viens de le faire. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pas du tout, ça ne relève pas du travail des archives municipales et pour l'instant un petit peu moins du CAPC, de faire aussi toute la lumière et de mettre en corrélation des actions qui se sont tenues quasi simultanément et comment une action peut en éclairer une autre. Et comment, par exemple, ce titre même de La momie vivante, qui n'était pas très parlant à Bordeaux, effectivement le devient aujourd'hui grâce effectivement à la mise en lumière de l'exposition niçoise. Donc, et c'est là peut-être que se situe l'intérêt des paroles vivantes, permettant aussi
d'expliciter ce que la photographie donne à voir ou ne pas voir parfois, comme je viens de le montrer. Alors, il en va pour moi tout autrement des documents filmés qui restituent le passé au présent, hein, comme le disait Olivier Cadio, faire exploser le passé dans le présent. C'est le cas bien sûr de films ou de vidéos, lesquels peuvent être aussi bien sûr doublement utiles aux chercheurs, d'une part lorsqu'ils restituent une action, finalement, et deuxièmement aussi lorsqu'ils donnent à voir un aspect inapparent de l'œuvre au moment où celle-ci est présentée publiquement. Alors je veux parler bien sûr des documents filmés, mais témoignant, on va dire comme ça, de l'élaboration, du processus de l'élaboration d'une œuvre vivante, qu'elle relève du reste de la performance ou du spectacle. Et là, je m'attache beaucoup à la question du décloisonnement des pratiques, enfin, étant bien sûr très attachée à la question des pratiques scéniques. Donc, en fait, ce que je vous montre ici, pourquoi c'est pas comme j'aurais dû mettre normalement, personne ne m'a dit que c'était en pleine page, c'est pas grave, vous avez le droit à tous ces coulisses. Alors, il m'avait été donné en 2002 d'assister à la mise en œuvre d'un processus de travail public, donc on pourrait dire complètement transversal, au Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort, et réunissant, par ordre d'apparition, donc Olivier Cadio, que vous avez en haut à gauche, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Odile Duboc, chorégraphe à l'époque et directrice du centre chorégraphique, conduisant donc et encadrant le travail d'acteurs, puisqu'à cette époque-là, donc elle avait accueilli en résidence les acteurs et la compagnie de Ludovic Lagarde, ici présent, voilà. Et accueillant voilà, les trois acteurs que vous allez voir ici évoluer. Bon, comment? C'est à Belfort. C'est à Belfort, hein, oui. Hein, j'ai dit oui, le centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort. Je devrais peut-être parler moins vite. 5 minutes. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais permis d'avoir reçu le cours des feuilles. J'aurais voulu vous passer un extrait. Alors je vais dire effectivement. Alors donc je vais passer du coup en accéléré sur les conditions d'exhumation de cette captation vidéo que moi-même, enfin pour laquelle moi-même j'en avais fait une version de très, enfin pas d'excellente qualité. Mais que le centre chorégraphique avait conservé comme trace. Voilà. Et dans le cadre d'un colloque que j'ai organisé l'année dernière au musée du Magval, à Vitry-sur-Seine, il m'a semblé, parce que l'intitulé était porté, ça portait sur la mise en acte, le passage du dire au faire. Donc il m'a semblé bien sûr primordial de pouvoir passer un extrait de cette captation vidéo. Alors je vous en avais fait. J'en ai retenu 2-3 minutes, enfin 5 minutes, mais je crois que... Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors sinon, comme vous voulez, ou alors je propose, on peut en fin de... Soit on les passe maintenant, par contre, parce que j'avais une conclusion, alors j'aimerais quand même aller au bout de mon texte, et ce que je propose, c'est s'il reste un petit peu de temps à la fin du débat des échanges, on peut passer quelques minutes. Supplémentaire, mais tu peux en passer un court extrait maintenant. Oui, mais ça va parler sur ma conclusion. Bon, alors je conclue, et si tu me donnes 4 minutes, voilà. Donc ce document, enfin, selon moi, aborde comme nul autre les ferments d'un processus d'élaboration, et bien sûr avait toute sa pertinence au sein de l'événement en question dont je parlais, qui s'intitulait du dire au faire. Mais surtout revêtait un caractère d'autant plus particulier et précieux que Odile Duboc disparue, il devenait une mémoire irremplaçable du mode de création répondant de la sorte aux interrogations que pouvait susciter ce travail. Alors bien sûr, moi j'étais tentée de dire aussi qu'on aimerait bien pouvoir disposer de ce même type de documents, par exemple pour quantité d'autres performances, et je pensais entre autres au proto-happening de Black Mountain College, pièce mythique ô combien transversale, attaché aussi, là encore, au décloisonnement des pratiques, le fameux Untitled Level, hein, je ne vous montre pas le dessin de John Cage. On sait un certain nombre de choses, entre autres qu'il se déroula probablement le 16 août 1952 avec un public d'une quarantaine ou un peu plus de personnes, étudiants pour la plupart et habitants de la localité de Caroline du Nord. On connaît les participants, à tous très proches de John Cage, Rauschenberg, Masmeniger, Tudor, etc. Mais on ignore comment a germé le projet et s'il y a eu d'ailleurs des conversations croisées.
ce type de document donne bien sûr à décrypter et peut-être à transposer lorsqu'on assiste au spectacle. Parce que le spectacle, je crois que j'ai omis de dire le titre, Retour définitif et durable de l'être aimé, que je dis donc voilà, toujours, on sait un certain nombre de choses concernant certaines actions, mais ce on n'est toujours pas identifiable du fait des sources multiples et parfois contradictoires. Par exemple, on dit que Cage n'avait prévu aucune partition si ce n'est un schéma déterminé par le hasard. Mais selon quel processus David Tudor indique qu'il s'agissait de chiffres jetés sur des feuilles de papier, mais lesquels auraient disparu. Et puis il y a la fameuse disposition donc en triangle, 4 triangles au centre de la pièce. Comment plus précisément se décida ce choix? Effectivement, on n'en sait toujours rien. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle un document tel que celui que je vous ai montré, et bien sûr de manière encore plus précieuse le DVD, montre cette imbrication étroite entre à la fois un travail conjoint entre plusieurs protagonistes, mais surtout explicite une phase de travail qui éclaire pour moi, à plus d'un titre, certaines œuvres. Et dernier point, voilà, pour ne pas apparaître comme étant trop éloigné de l'idée de monument que constitue potentiellement tout document, il me semble, pour le dire vite, encore, que leur vertu serait de constituer au contraire des anti-monuments non mortifères, faisant revivre, parce que sortis de l'oubli, des figures, y compris activement jugées comme négatives, comme telle celle de Pinoncelli. Et cela peut-être en écho, et je terminerai là-dessus, sur la très belle formule de Derrida, qui ne serait pas d'ailleurs pour déplaire à tous nos protagonistes, qui parle d'anarchive, une archive vouée à l'avenir, tout à la fois intempestive et explosive. Merci de votre attention. Avant d'éventuelles questions, on envoie un court extrait du film. Allez-y, peut-être on peut... Est-ce que vous avez des questions? J'essaie de faire deux choses en même temps. Pour la salle, D'abord la salle. Non, peut-être que le débat aura lieu... Oui, voilà. J'ai une réponse pour ensuite de quel. J'ai la Oui. On va pouvoir en reparler. On envoie l'extrait du film. Pardon, parce qu'il faut que je fasse... Oui, je comprends, j'entends ta réponse. Ce que je veux dire par là, je parle aussi de témoins, de récits. Oui. Et après, on a la réponse de Cage, oui. Depuis 2 ans. Pas dans le micro, peut-être parce que on n'entend pas. Oui, on a la réponse de Cage parce que depuis, disons, à peu près 6-7 ans, il y a au moins 30 bouquins qui sont sortis aux États-Unis concernant John Cage. Il y a toute l'archive John Cage. Au MAC, il y a eu une exposition par une qui s'occupe de la fondation Cage. Et dans les différents écrits, il y a un livre entier qui est sorti qui s'appelle Silence. Et Cage donne, lui, sa réponse. Comment il est arrivé à silence. Et c'est une chose assez incroyable. C'est pas incroyable, c'est pour ça que quand j'ai lu Duchamp Cage, eh bien c'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp donne à John Cage, et Cage il nous sauve la vie, il lui donne Erratum Musical en 1948, dans 52 c'est les conséquences Erratum Musical, tout simplement. Et ensuite, dans la fin des 50, Marcel Duchamp donne un Erratum Musical 2, et dit Marcel Duchamp c'est celui qui a permis à moi, John Cage, d'être John Cage, et c'est le plus explosif et intempestif musicien des temps futurs. Donc il faut tout revoir. Surtout, il faut surtout lire Erratum Musical, qui n'est sorti en disque à New York qu'en 1975, édité par Gino Di Maggio Romina en 1975. Donc entièrement fondé sur le hasard aléatoire. Donc il n'y a pas d'autre réponse. Merci. Si tu veux, Vous avez entendu
quoi? Alors là, vous avez entendu la lecture, donc, puisque c'était une séance de travail qui se déroulait en 3 phases. Donc dans un premier temps, la lecture d'Olivier Cadio, vous avez entendu en fond sonore, lisant des extraits de Retour définitif et durable de l'être aimé. Donc ensuite, donc on est au centre chorégraphique, donc on est dans une salle de danse. Ici à gauche, Odile Duboc et Ludovic Lagarde, donc directeur de la compagnie, qui va donc, avec lesquels 3 de ses acteurs, Laurent Pointrenaud, Philippe Duquesne et Nathalie Dachoud, vont monter donc Retour définitif et durable de l'être aimé. Et donc Odile Duboc va travailler pendant de nombreuses semaines avec ses comédiens. Au préalable, elle avait travaillé de manière très très étroite avec Laurent Pointrenaud sur le colonel des Oies, pour ceux qui connaissent l'œuvre d'Olivier Cadio et de sa mise en scène, de sa mise en scénique. Là donc, ces 3 acteurs ont séjourné donc, au centre chorégraphique et vous allez assister. Voilà, je voudrais juste vous le caler. Voilà. Le son, on ne peut pas le. Non, c'est à fond. Je sais pas. On peut monter. C'est à fond. À fond. Mais ça nous donne une idée peut-être. Voilà, je vais dire d'un mot. Effectivement, Odile Duboc attire beaucoup l'attention sur la question non pas d'imprimer des gestes aux danseurs, mais que chacun d'entre eux, effectivement, donc plutôt travaille sur une perception en fonction de son propre corps. Voilà, donc et à partir aussi du texte. Voilà, donc là, il y a le travail des acteurs, qui est ici une méthode de travail chère à Odile Duboc, qui est en fait une méthode en triangle, c'est-à-dire que c'est celui qui se trouve à la pointe du triangle qui mène. C'est totale improvisation, les 2 autres, effectivement, suivant le mouvement. Si on a l'occasion, peut-être on reviendra sur ce qu'Hubert a abordé tout à l'heure aussi, sur la notion d'actant. C'est-à-dire on peut voir même que dans la gestuelle, dans le type de corps, dans la façon d'exécuter les gestes, bien sûr, chacun à leur manière, bien sûr, sont complètement atypiques, ont une très grande singularité. Ce qui veut dire que ce qui va se retrouver dans le spectacle, ce ne sont pas des gestes qui ont été, comme ça, on va dire, inculqués par Odile Duboc, mais au contraire, ce sont vraiment plutôt une appréhension et un rapport au corps qui leur permet d'évoluer chacun à leur manière. Voilà. Merci Patricia, je propose qu'on s'arrête là.